de sa mère. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama de la Culture, cette émission que vous avez pris l'habitude de suivre sur BSC-TV. Vous nous suivez à Kinshasa où nous émettons et bien sûr partout à travers le monde parce que BSC-TV, nous sommes à travers le monde. Aujourd'hui, comme c'est écrit sur le thème que vous voyez depuis chez vous, nous allons aborder la question des enfants. Nous allons parler des enfants aujourd'hui. Le thème, c'est la prise en charge des enfants en cette période de Covid-19 qui sévit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'une charmante dame qui embellit non seulement ce plateau, mais qui est venue aussi nous parler de ce sujet qui est très capital. Elle répond au nom de Patience Issa Moudumbula Biba, grande dame. Bonjour, bienvenue. Bonjour Josué, merci de me recevoir sur ton plateau. Ça va? Oui, ça va. Ok, je suis honoré de vous recevoir aujourd'hui dans Panorama de la Culture. Ma première question est celle de savoir, le pays est sévi par Covid-19. Ça dérange, non seulement la RDC, ça dérange plusieurs pays du monde. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la prise en charge des enfants en cette période des défis sanitaires? Déjà, la pandémie a un grand impact sur, on va dire, la vie de tout le monde, que ce soit à l'extérieur qu'au niveau de notre pays. Et les enfants dans notre pays, on n'a pas eu le temps d'évaluer, ça c'est vrai, la prise en charge des enfants dans tous les plans. Mais étant activiste des droits des jeunes, des enfants particulièrement, et acteur de développement, je suis liée directement à des activités avec des enfants dans les écoles. On va sentir quand même un grand retard que les enfants ils vont prendre sur le plan de la scolarisation, parce qu'on va dire que l'année était vraiment au début, l'année scolaire était vraiment au début. On n'a pas eu le temps de consommer l'année, d'enseigner, de préparer les enfants. On va remarquer que pour l'année prochaine, les enfants ne seront pas prêts à monter en classe supérieure. Déjà sur ce point-là, je pense qu'il y a un grand déficit. C'est vrai que le gouvernement essaie de mettre en place des stratégies pour remédier à cela, mais on connaît notre pays, comment ça marche. Il y a des coins où les leçons données à la télé ne vont pas arriver. Les enfants qui sont dans le fin fond, ils ne vont pas bénéficier de ce programme-là. Ceux qui n'ont pas d'électricité en permanence, ceux qui n'ont pas TNT, ceux qui n'ont pas la télévision à la maison, ils ne vont pas bénéficier de cela. On va dire qu'il y a un sérieux problème à ce niveau-là. Ok, mais nous allons aussi aborder tout au long de cette émission, un peu en profondeur, la question de tout ce que le gouvernement a mis en place pour encadrer les enfants. Mais vous qui êtes dans ce domaine-là, vous voyez, comment est-ce que vous analysez, quand vous voyez les enfants dans la cité en cette période, est-ce que les parents prennent bien en charge leurs enfants ou bien les parents ont abandonné les enfants dans cette sorte de vacances prolongées? Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez fait l'analyse de tout ça? Les parents suivent l'encadrement des enfants, ils continuent avec les cours, les exercices à la maison, ou bien les enfants sont libres en train de jouer comme ils veulent? On va dire qu'au début, il y avait comment on dit, cet empressement-là de pouvoir continuer ce que les enseignants font en classe. Certains parents, ils se sont donnés dans la répétition des leçons, dans la correction, mais ce n'est pas tâche facile pour eux vu que tous les parents ne sont pas pédagogues. Il y a certains qui se sont essoufflés. Et après, on a observé les enfants qui en ont profité pour... C'était quand même des vacances, comme tu le dis, des vacances anticipées et prolongées. Mais c'est vrai qu'il y a certaines familles qui font de leur mieux pour récupérer la situation. Il y en a de celles qui se débrouillent pas mal pour continuer l'encadrement de leurs enfants, pas seulement dans le cadre de la continuité des enseignements ou encore du travail de l'enseignant à la maison, mais aussi dans d'autres activités qu'ils peuvent organiser en famille. À l'église, il y a certaines églises qui s'organisent en famille, dans les petites familles. Et il y a d'autres familles aussi où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. On sait que dans notre pays, on a quand même un taux élevé des enfants de la rue. Ces enfants-là, ils n'ont personne pour les encadrer en ce moment. Non seulement ils sont exposés à la pandémie, mais aussi l'éducation. Ils auraient pu profiter de la gratuité cette année, mais malheureusement, l'année scolaire a été arrêtée à mi-chemin. Et donc, ils n'ont pas pu en profiter.
on va dire que c'est d'un côté, il y a des parents qui se débrouillent pas mal pour continuer l'encadrement de leurs enfants, mais ça aussi, ça demande des moyens. Ces parents-là, il y a certains qui peuvent télécharger des applications sur Internet parce qu'ils ont Internet pour suivre des cours à distance. Il y a de ceux qui peuvent appeler des répétiteurs à la maison, mais il y a la grande majorité des parents qui n'ont pas tous ces moyens-là et qui se débrouillent tant bien que mal pour encadrer leurs enfants. Mais il y a aussi ces enfants-là qui sont abandonnés à leur triste sort. Voilà. Prenons le cas des enfants qui sont abandonnés à leur triste sort, comme vous le dites. À qui attribuer la responsabilité dans ces cas? Aux parents ou bien au gouvernement, selon vous? Je vais dire que la responsabilité, elle est partagée. Les enfants qui sont dans la rue, il y a certains qui sont parce que les familles étaient disloquées. Là, on va voir qu'il y a d'une part l'irresponsabilité des familles, mais il y a aussi l'État qui devrait mettre en place des mesures de récupération et de réinsertion de ces enfants-là, mais c'est ce qui n'est pas fait. On continue à avoir des enfants dans la rue, des petits et même ceux qui ont vraiment grandi dans la rue et qui ont atteint leur majorité dans la rue. Et donc on va dire que la responsabilité, elle est partagée. Voilà, la responsabilité, elle est partagée. Mais s'il faudrait que le parent encadre leurs enfants à la maison, est-ce que cet encadrement-là doit nécessairement être sur le plan intellectuel, c'est-à-dire faire une continuité des leçons que les enseignants pouvaient donner à l'école, ou bien le parent peut saisir cette occasion pour apprendre d'autres choses à leurs enfants, par exemple faire la cuisine, par exemple comment arranger son lit, par exemple beaucoup d'autres choses qu'on n'apprend peut-être pas à l'école. Comment est-ce que vous pensez? Moi, je pense que c'est le moment idéal parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les parents, tous les parents ne sont pas forcément pédagogues. Donc, c'est un travail très dur pour eux que de faire ce que les enseignants font en classe. C'est pour certains une charge de plus parce qu'ils doivent déjà chercher à manger, ils doivent encadrer les enfants qui sont par exemple de niveaux différents. Donc c'est pas évident qu'ils réussissent à le faire à la maison. Je pense que c'est le moment idéal pour les parents de récupérer leurs enfants dans le sens où ils peuvent les encadrer, mais selon les normes d'éthique. Ils peuvent rappeler à leurs enfants le respect, par exemple. Ils peuvent rappeler à leurs enfants la bienveillance, par exemple. Ils peuvent rappeler à leurs enfants tous les principes qui font à ce que la personne soit un être accompli et prête à servir sa communauté. Comme tu dis, ils peuvent apprendre à cuisiner. Ils peuvent en profiter pour organiser des activités sportives et beaucoup d'autres activités culturelles. Ou même, ils peuvent prendre le temps de lire, d'apprendre des histoires, de partager des expériences. Par exemple, il peut y avoir des parents qui vont raconter l'histoire de la famille, les origines des enfants. Je dis ça parce que moi, si vous me demandez mes origines, enfin, je ne dirai pas tout. Il y a de ce que je vais oublier. Donc, c'est le moment que les parents peuvent saisir pour partager le plus de temps avec leurs enfants, échanger, parler, discuter, rêver même s'il le faut, et sortir de cette période avec des plans, des bonnes résolutions pour essayer de faire grandir leurs enfants et les rendre des êtres accomplis. Ok, mais j'imagine que certains parents qui vous suivent maintenant peuvent se dire que tout ce que vous dites là, c'est trop beau pour être vrai. Parce que ce n'est pas dans la culture des Congolais ou des Quinois voir un parent s'asseoir avec ses enfants et commencer à raconter des histoires ou bien à faire une séance de lecture à la maison. Ça peut être d'un livre ou bien de la Bible. C'est pas un problème culturel par hasard. Si, il y a un problème culturel qui se pose, mais je pense que si on n'en avait pas l'habitude, on peut profiter pour acquérir des nouvelles habitudes. Je ne pense pas que faire la lecture, c'est une chose qui est uniquement réservée aux Occidentaux. C'est une chose qu'on nous reproche souvent, les Africains, ils ne lisent pas. Ben, je pense que c'est une occasion pour apprendre des nouvelles habitudes. Et si on doit aller dans notre culture, il y a par exemple la cuisine. Moi, je milite contre la masculinité toxique. Où je vais voir par exemple dans une famille où il y a des tâches bien reparties entre les filles et les garçons. On va retrouver des garçons dans des maisons qui ne savent pas faire leur lessive. Ils vont attendre que les sœurs le font. Mais c'est un moment où les parents ils peuvent habituer leurs garçons à faire ce travail-là. Parce qu'ils vont se dire que les garçons ils vont aller chercher de l'argent. Mais maintenant tout le monde est confiné. Tu peux quand même essayer à nettoyer tes vêtements, à repasser.
Et peut-être pourquoi pas prêter main forte, oui, un gentleman, comme on le dit, un homme genré. Okay. Un homme genré. Prêter main forte à la maman ou aux sœurs, mais aussi apprendre aux filles qui ne savent pas préparer à le faire. Et elles peuvent apprendre à coudre, elles peuvent apprendre à tricoter, apprendre des nouvelles choses au fait qu'on n'avait pas avant cette période. On n'avait peut-être pas le temps parce qu'on devait aller à l'école toute la journée. Mais maintenant qu'on a tout le temps devant nous, je pense que c'est le moment idéal pour apprendre des nouvelles choses. Voilà. Mais avant d'aborder, oui, avant de parler de la structure que vous gérez, j'aimerais un peu que vous puissiez nous donner votre aperçu de cette chose. Le gouvernement congolais, via le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a mis en place des séances, des formations ou bien ce qu'on appelle de classes télévisées. Ouais. Il y a des professeurs qui passent dans une chaîne de la place où ils donnent des cours aux enfants qui sont, entre guillemets, obligés de suivre à partir de la maison. Comment évaluez-vous, vous qui êtes dans le domaine de l'encadrement des enfants, vous travaillez avec les écoles, comment évaluez-vous l'impact de cette action? Est-ce que ce sont tous les enfants qui suivent ou bien c'est juste quelque chose imaginé comme ça sans pour autant étudier les contours? Non, moi je pense que c'était une bonne idée, c'était quand même bien essayé. Ça pouvait résoudre tant soit peu le problème qui se pose. Mais il se fait que le gouvernement n'a pas tenu compte de certains aspects tels que on devrait peut-être rassurer la permanence de l'électricité. Ce n'est pas tous les coins de la ville qui sont électrifiés. Il y a des familles qui ne savent pas suivre la télé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a d'autres familles, à cause des moyens, ils ne peuvent pas s'acheter une télévision ou ils n'ont pas TNT. Donc il y a beaucoup de familles d'ailleurs qui n'ont pas accès, qui n'ont pas été bien évaluées. Il se fait que beaucoup de familles n'ont pas accès à ce programme très intéressant que le gouvernement a mis en place. Parce qu'on va dire que c'est un programme très intéressant. Seulement il fallait étudier tous les contours de la chose pour qu'elle puisse bénéficier à un plus grand nombre d'élèves et des familles. Moi je me pose même la question de savoir si un jour les enfants reprenaient les chemins de l'école. C'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont tenir compte des enseignements qu'ils ont suivis à partir de la télé ou bien ces cours-là ne vont rester que formalité? Je me demande, je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça. Ben, j'ai pas vraiment de réponse exacte telle que peut-être qu'il y a dans l'esprit du ministère. Mais ce qui est vrai, c'est que ces leçons-là, c'est juste pour occuper les enfants. C'est pas comme ce qui se passe en classe, ils ne suivent pas déjà le programme national tel qu'établi. Donc c'est juste pour occuper les enfants, pour pas que les enfants perdent à l'esprit tout ce qu'ils ont appris avant, ou pour pas qu'ils puissent se mettre plus dans les jeux et oublier qu'il y a aussi les leçons. Certainement, à la reprise des cours, il y aura un rattrapage pour remettre les élèves à niveau et récupérer le retard. Voilà, merci beaucoup, Patience Issa Mudumbula Biba. Moi j'aime dire le nom en entier parce que je ne sais pas, mais j'aime ça comme ça, le nom de mon invité de ce jour. Mais nous allons parler de votre structure, Elika Jeunesse. Mais avant qu'on y arrive, je préfère qu'on puisse prendre cette vidéo, cet extrait de la vidéo qui annonce aussi bien que la parole ce que c'est la structure Elika Jeunesse et que fait cette structure que notre invité de ce jour encadre. On suit cette vidéo avec la complicité de la réalisation et puis on va revenir pour poursuivre notre émission. Patience Issa Mudumbula Biba, je suis acteur de développement, coordonnateur de l'ONG Elika Jeunesse, qui depuis le début de l'année scolaire 2017-2018 a initié un programme d'encadrement des jeunes enfants en entrepreneuriat, leadership, santé sexuelle de reproduction, animation sociale et engagement citoyen. C'est un programme que nous avons lancé dans 2 écoles de la ville, une à Matongé et une autre à Kolembao.
Et nous avons essentiellement travaillé avec les élèves de 5e année, 6e année primaire. Et nous avons appelé le programme Club des enfants leaders. Pourquoi Club des enfants leaders? Simplement parce que notre pays a besoin de leaders qui puissent le diriger, a besoin des leaders qui prendront la relève dans 5 ans, dans 10 ans. Je m'appelle Babou Lili, je suis en 6e année A. J'étudie dans l'école des lettres de Mathieu. Je suis un membre du club. Comme je suis membre du club, j'apprends beaucoup de choses. J'ajoute ce qui ne fait pas. J'ai appris à être gentil envers les autres, l'amour du prochain, l'amour envers les autres, gentil, l'humilité, l'amour. Un leader, c'est celui qui est modèle et exemplaire. Le niveau d'éducation dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis 2009, va de croissance. Alors il est important de pouvoir accompagner l'école, de pouvoir aider les familles à donner une base solide dans l'éducation de leurs enfants. La raison qui a poussé la création de ce club, la création de ce cadre qui réunit les élèves du niveau terminal du cycle primaire, à savoir ceux de 5e année et 6e année primaire. Pourquoi nous avons choisi cette cible? Simplement parce que les enfants sont très favorables à l'apprentissage. Entre l'âge de 10 et 18 ans, les enfants doivent apprendre des notions qui vont construire leur personnalité et avec lesquelles ils vont grandir et qu'ils pourront mettre en pratique une fois devenus adultes responsables et une fois qu'ils auront la charge de gérer qui le pays, qui une entreprise, qui une famille. Et raison pour laquelle nous avons choisi cette catégorie d'enfants pour leur donner leur outils et leur donner les rudiments nécessaires qui pourront les conduire durant le parcours de leur jeunesse. Nous assistons actuellement à des formations des nombreuses alors sur les notions de leadership, de développement personnel, d'entrepreneuriat qui sont dispensées par beaucoup d'organisations au bénéfice des jeunes. Mais qui, malheureusement, ces jeunes-là n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'on leur apprend, pour la majorité du moins. Il est difficile de voir des entreprises développées par nos jeunes et qui réussissent pendant plusieurs années. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à BSC TV. C'est Panorama de la culture qui se poursuit. Je suis avec Patience Issa Moudumbula Biba qui encadre, qui est la coordonnatrice, si je peux l'appeler comme ça, de la structure Elika Jeunesse, dont vous venez de suivre cette vidéo qui a illustré ce dont nous allons parler maintenant. Dites-nous en quelques mots, c'est vrai que la vidéo a parlé, Elika Jeunesse, c'est quoi et ça existe depuis quand? Elika Jeunesse, c'est une organisation non gouvernementale créée depuis 2013. Elle a pour objectif principal la promotion des droits des jeunes et des femmes. Ce que nous faisons, nous rappelons aux jeunes et aux femmes qu'elles ont des droits. Les jeunes et les femmes, ils ont des droits qu'ils ne doivent pas négliger, mais qu'ils doivent plutôt revendiquer parce qu'on dit qu'un droit, ça ne se discute pas, ça ne se marchande pas, ça se mérite. Ça ne se mérite pas plutôt, mais on a ce droit-là, il faut qu'on le respecte, il faut qu'on nous le donne. C'est ce que nous rappelons aux jeunes et nous essayons de leur inculquer à travers des formations et autres animations les techniques pour être en mesure de pouvoir jouir de leurs droits en tant que citoyens. Mais nous ne faisons pas que ça, nous leur disons aussi qu'en tant que citoyen, vous n'avez pas de droits, vous n'avez pas que des droits, vous avez aussi des devoirs envers la communauté, envers votre société. D'accord. Vous militez pour le droit des la promotion des droits des jeunes et des femmes. Mais d'où vous est venue cette idée-là? Vous êtes réveillé un bon matin comme ça et vous dites, bon, moi, patience, je m'engage à promouvoir les droits des jeunes et des femmes. Ou bien vous avez eu une révélation venant des dieux, ou je ne sais pas moi de quel autre esprit supérieur. D'où vous est venue cette idée de mettre sur pied cette structure? En 2013, quand on lançait Elika Jeunesse, c'était une année qui était marquée par beaucoup de turbulences dans le chef des jeunes. Il y a eu à l'époque, on a plus travaillé avec les jeunes de Lemba, d'Ongaba. Il y a eu des phénomènes qui étaient en train de prendre de l'ampleur, tels que le phénomène Kuluna. J'ai vécu ça personnellement
Et on s'est dit que ces jeunes qui sont en train de déraper, ils sont en manque de quelque chose. Et principalement, c'était un encadrement, l'éducation. Alors que l'éducation est un droit, c'était vraiment une masse de jeunes qui n'avaient pas accès à ce droit-là. On s'est dit avec des amis de pouvoir initier Elika Jeunesse, de pouvoir initier un cadre où on pourrait se retrouver entre jeunes, échanger sur les questions de nos droits, échanger sur nos problèmes et étudier dans quelle mesure on peut trouver des solutions, remédier à ces problèmes-là. Et en dehors de la recrudescence du phénomène Kuluna qui était en train de prendre vraiment de l'ampleur, il y a eu aussi beaucoup de problèmes liés aux violences basées sur le genre, les violences sexuelles aussi. Et on s'est dit, au lieu de rester juste sur la promotion des droits des jeunes, on pourrait aussi parler de la femme qui souffre et qui est en quelque sorte une sans-voix. Parce qu'on sait que dans notre société, la femme est un peu prise comme un sous-être, inférieur à l'homme, et elle n'a pas la facilité de pouvoir porter sa voix, parler d'elle. On s'est dit qu'on pouvait intégrer la question des droits de la femme aussi dans la plateforme ou encore dans la structure qu'on était en train de mettre en place. Et on a comme ça, en mars 2013, initié une exposition qui illustrait les activités, encore les travaux de la femme à travers le monde. C'était une exposition de peinture et des dessins qu'on a organisé dans la commune de Lemba. Curieusement, à notre grande surprise, c'est ce qui nous a le plus motivé à continuer avec cette idée. On a eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées sur la question parce qu'on parlait clairement du travail de la femme, de la capacité qu'a la femme à pouvoir réaliser beaucoup de choses. Au-delà du fait qu'elle doit porter la vie et encadrer, elle peut faire beaucoup d'autres choses et que si on la mettait sur le feu des projecteurs, elle pourrait réaliser des très grandes choses et participer au développement du pays. D'accord. En vous entendant parler, on peut croire que ça a été facile. Hein? Moi, j'aimerais que vous puissiez dire un mot, avant de passer à autre chose, bien sûr. Il y a de ceux-là qui vous suivent, certains jeunes, parce que vous aussi, vous êtes jeunes, malgré tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous portez sur vous en termes des réalisations. Mais j'aimerais que pendant quelques secondes seulement, vous puissiez dire un mot à ce jeune-là qui vous suit, qui a peut-être une idée, qui a peut-être l'ambition de faire quelque chose, mais il est bloqué par la peur. Parce que vous avez apparemment eu les secrets, si pas le code, pour dépasser la peur et agir, vous mettre sur le champ de bataille. Mais s'il y a une chose qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est d'abord la peur. Comme la Bible le dit, la peur lie. Quand on est convaincu de ce qu'on veut faire, la première des choses qu'il faut faire, c'est se lancer, se mettre en action. Il y aura peut-être des erreurs, vous allez certainement tomber, mais ce qu'il faut faire, c'est continuer à marcher, ne pas baisser le bras. Quand vous avez une idée, le message que j'aimerais lancer aux jeunes, quand vous avez une idée et qu'elle est bonne, elle va servir pour une bonne cause, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par le premier pas et continuer à marcher, quelles que soient les difficultés ou quel que soit le nombre de fois que vous allez tomber, relevez-vous et continuez à marcher. Il y a toujours des mains qui sont prêtes à être tendues vers vous pour vous accompagner, vous prêter main forte, c'est l'expression que j'étais en train de chercher. Donc, personne ne pourra venir à votre aide si vous ne faites rien. Okay. C'est quand vous avez quelque chose entre les mains, que vous êtes en train de réaliser quelque chose, que les autres pourront vous remarquer et pouvoir vous apporter main forte. Voilà. Est-ce que vous pouvez encore résumer ces messages en lingala? En lingala. Oui. Pour atteindre, pour être sûr vraiment d'avoir atteint tout le monde. Je sais le faire. Je sais le faire. Donc, on a kolobala ba jeune ezak que ceux qui osa na likanisi ya malamu. Oyebi que likanisi wana eko apporter un plus na communauté na yo, tout comme na vie na yo moko. Et loko ya motuya, il faut que ça là, eza ko banda, ko ça là, likanisi wana oza nango. Kotala ba difficulté ou ba limite oza nango te, mais banda esika ozali na makoki oza nango, batu oyo bazo tala yo, ndengo bandi likanisi na yo, bakoya kotia maboko et na elikia
Ekosimba. Voilà. Mais Eliki Ekosimba, je pense que toi qui nous as suivis, Urubanda Siko, vraiment ma projet na Urubanda pour entreprendre parce que le pays, le monde a besoin de toi, a besoin de ton action. Nous avons besoin de ton action. On évolue dans cette émission. Quels sont le champ d'action? Il y a Eliki Jeunesse, vous exercez dans quel domaine? Vous avez dit la promotion de la jeunesse et des femmes, mais vous faites quoi concrètement depuis que vous existez jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Comme je dis dans le droit, on parle essentiellement de questions liées aux droits de la jeunesse et aux droits des femmes, mais on est aussi dans la formation des jeunes. Au-delà de la question de la promotion des droits des femmes, on est aussi dans la formation des jeunes et des femmes. Et on va aussi intégrer dans nos champs d'action la question de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes aussi, mais on mettra plus l'accent sur les femmes parce qu'on a un problème de jeunes filles qui vont s'adonner à beaucoup d'abus parce que justement elles ne savent pas se retrouver financièrement. On pense qu'une fille, quand elle est capacitée, elle est formée et qu'on met à sa disposition des moyens, elle peut se prendre en charge et certainement tout ce qu'il y a comme toutes les habitudes ou encore toutes les mauvaises pratiques qui sont liées aux mauvaises mœurs qui sont attachées à certaines filles, c'est justement parce qu'elles n'ont rien à faire, elles peuvent avoir des idées mais elles n'ont pas d'appui et on va se lancer dans la formation de la jeune fille sur l'entrepreneuriat, justement pour pousser la jeune fille à pouvoir se prendre en charge et arrêter de penser qu'elle ne vaut rien et qu'elle doit tout quémander chez les autres. Et je pense que une fille, quand elle est capacitée sur tous ces aspects-là, elle est formée et elle a les moyens en main. Ce n'est pas une fille qui va se considérer comme sous-être, c'est une fille qui va se lever et pouvoir parler d'elle, pouvoir parler de ses droits. C'est pas vous qui apprenez aux jeunes filles d'être têtues, de ne pas respecter leur mari, si pas leur conjoint. C'est pas vous avec vos structures d'encadrement, des formations, des femmes, tout ça. Vous ne détruisez pas les femmes d'autrui, en quelque sorte. Non. Ça, c'est une conception que les gens ont eue parce qu'ils ont mal reçu la lutte qui est arrivée dans notre pays à un certain moment avec le message droit de la femme, émancipation de la femme, parité, égalité homme-femme. Les gens l'ont mal reçu, déjà parce que dans notre société, elle est patriarcat. C'est une société où l'homme domine. La femme est considérée comme, en fait, la femme elle est subalterne, elle doit se soumettre et tout. Mais les gens ne savent pas ou ne comprennent pas que la femme, au-delà du fait elle doit être soumise à son homme, pas à l'homme en général, mais d'abord à son homme, c'est quelqu'un qui a des droits, tout comme l'homme. C'est d'abord un être humain, comme l'homme, qui a des droits qui doivent être respectés, comme on a dit au début, ça ne se discute pas. De la même façon que l'homme peut considérer qu'il a des droits, la femme aussi a des droits qu'il faut respecter. C'est ce que nous disons, nous ne demandons pas aux femmes d'être têtues. D'ailleurs, quand dans un foyer, il n'y a pas entente, la femme qui est têtue, qui n'est pas soumise à son homme, ce foyer-là ne peut pas se développer, alors que nous faisons ça justement pour que les foyers ou encore les communautés se développent. La femme, elle doit remplir son rôle en tant que mère, l'homme doit remplir son rôle en tant qu'homme, mais chacun de part et d'autre doit savoir que l'autre a des droits que je dois respecter, des limites que je ne peux pas franchir. Ok. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette émission, mais où est-ce que vous trouvez le financement pour votre structure? Vous avez vous-même beaucoup de moyens, ou bien il y a des gens qui vous accompagnent? Ce qui est vrai, c'est que depuis qu'on a lancé Eliki Jeunesse, on organise toutes les activités, on réalise toutes nos actions avec des fonds propres. On les fait sur fonds propres. C'est pas qu'on a beaucoup d'argent. Je pense que cette occasion, ton plateau est une bonne occasion pour nous de lancer un appel aux sponsors, aux partenaires, venez nous soutenir. Toutes les organisations qui travaillent dans les mêmes domaines que nous, venez nous soutenir, apportez nos mains fortes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des organisations qui nous accompagnent déjà sur le plan technique, qui nous accompagnent pas mal depuis qu'on a commencé. On a reçu le soutien beaucoup de fois de l'État, bien qu'eux ils sont plus dans le domaine des élections et tout, mais en tant qu'organisation de la société civile, ils savent que Eliki Jeunesse existe. Chaque fois qu'on
On a besoin, par exemple, d'avoir une salle pour organiser une réunion. Ils nous prêtent leur salle. Ça, c'est déjà un grand apport. Il y a beaucoup d'autres structures qui nous accompagnent de plusieurs manières. Ouais. D'accord. Mais en cette période de Covid-19, qu'est-ce que Elika Jeunesse fait? Ou bien qu'est-ce que Elika Jeunesse a déjà fait? Ou encore qu'est-ce que Elika Jeunesse propose? En période de Covid-19, on n'a pas précisément d'action de terrain, justement parce qu'on est en confinement. On ne sait pas réunir les jeunes autour des activités. Mais récemment, nous avons travaillé sur une campagne qui nous portait vraiment à cœur depuis l'année passée. C'est une campagne que nous avons lancée en 2018 d'ailleurs, la campagne Menstruer sans tabou, qui est la campagne en rapport avec la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Ça encore, c'est une question de droit, mais qui est encore tue dans notre pays. C'est vrai que les gens, ils se réveillent petit à petit. Les menstrues des femmes, c'est toute une histoire. Peut-être qu'on ne pouvait pas en parler à la télé si on s'en tenait à la société. Mais on doit en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles et des femmes qui souffrent de la précarité. Il y a certaines qui n'ont même pas de quoi se protéger pendant leurs règles parce que justement, on ne peut pas en parler. Elles ne savent pas c'est qui aller demander de l'aide parce que justement c'est un sujet tabou. Et nous on a voulu avec cette campagne briser le tabou autour de la question des règles pour que plus aucune fille ne soit regardée comme sale pendant ces périodes de règles, pour que la fille ou la femme en général puisse avoir accès aux protections hygiéniques. Nous avons même impliqué beaucoup d'autres hommes, des jeunes et des vieux qui ont accepté d'apporter leur force à cette campagne pour l'année 2019. Et ça s'est réalisé exactement en période de la pandémie, en période de Covid-19. On a essayé de relayer ce message à travers les réseaux sociaux parce qu'on ne pouvait pas avoir des contacts physiques directs avec les autres pour communier ensemble. Mais on aura quand même une activité le 30 juin. C'est une habitude, ce 30 juin, une habitude qu'on a pris depuis 3 ans, où on va rendre visite aux démunis. Et cette fois-là, nous allons apporter des protections hygiéniques aux orphelines dans une maison d'accueil à Mitendi, dans le quartier Mitendi, à Mangafula, Congo central, Mangafula. Oui. On va apporter des protections hygiéniques. On parlera aussi des mesures barrières contre la Covid-19 et on pourra certainement apporter aussi tout ce qu'il y a comme désinfectants, savons pour les aider aussi à se protéger contre la pandémie. D'accord, Madame Patience, Issa Moudoumboula Biba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire, mais j'aimerais qu'en quelques secondes seulement, que vous adressiez un dernier message à toutes les personnes qui vous ont suivi, qui ont compris l'action d'Elika Jeunesse, à tous les jeunes, à tous les parents, à tous les enfants, un message vraiment qui englobe tout, et puis on va clôturer. D'abord, je vais commencer avec les parents en rapport avec notre sujet du jour, l'encadrement des enfants en période de Covid-19. Je vais répéter tout ce que j'ai dit pour permettre aux parents, en peu de mots, que c'est le bon moment de pouvoir profiter de la communion en famille, de pouvoir partager des bonnes manières aux enfants, de pouvoir partager tout ce qu'on n'a pas eu le temps de partager avec eux, de leur apprendre des nouvelles choses et même pour nos parents d'apprendre à faire des nouvelles choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant qu'on pouvait partir au travail. Et pour toutes les personnes qui se sentiront touchées par ce que Elika Jeunesse fait, nous vous invitons à nous apporter votre aide. Vous pouvez nous contacter je peux donner, au plus 243 81 943 25 22 ou visiter nos différentes pages Facebook et notre chaîne YouTube pour en savoir plus sur ce que nous faisons et bien évidemment nous apporter votre soutien. Voilà. Vous pouvez toutefois aussi contacter Elika Jeunesse en passant par nous. Il y a le numéro qui est affiché. Si vous êtes vraiment touché et que vous voulez soutenir l'action de Madame Patience, vous voulez soutenir Elika Jeunesse, passez aussi par nous. Nous allons vous faciliter la tâche. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis partout à travers le monde. On a parlé de la prise en charge des enfants en cette période de Covid-19. La dame qui est notre invitée vous a proposé d'essayer de nouvelles choses avec les enfants, de les encadrer pas seulement avec les cours, mais en les apprenant aussi de nouvelles choses, des astuces qui peuvent retenir tout au long de leur vie. C'était notre sujet. Si vous avez apprécié, il faut dire merci
à toute la grande équipe technique, Patrick Komba, Blanchard Zola, Alpha Kandolo, Junior Kandolo, Abel Kassungo en Likiaz. C'est la grande équipe technique de BSC-TV. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir dans cette émission Panorama de la Culture. Pourquoi pas avec une nouvelle personne sur ce plateau. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous protéger du Covid-19. Au revoir.